Merci, professeur Hassani. Merci, docteur Bouhmouch. Merci à tous les membres du bureau de l'APL pour l'invitation. Donc, on va commencer par ce premier thème, la maladie de Fabry, quand y penser en consultation pédiatrique. C'est une session qui est sponsorisée par Sanofi. Pourquoi parle-t-on de la maladie de Fabry tout d'abord, avant de voir c'est quoi et comment on va faire le diagnostic? Tout d'abord, parler pour y penser, parce que en ne pensant pas, c'est sûr qu'on ne va pas faire le diagnostic. C'est une maladie qui n'est pas si rare. Il faut savoir l'évoquer dans certaines situations qu'on va voir tout à l'heure. C'est une maladie aux conséquences graves, notamment cardiaques, rénales et neurologiques. Et il faut parler aussi parce qu'il existe une thérapeutique qui est efficace. Et il y a un lien entre le retard de diagnostic et l'efficacité des traitements. C'est une maladie familiale avec une transmission liée au X. Il y a donc un impact sur le conseil génétique. Donc la maladie de Fabry, c'est une maladie de surcharge lysosomale. C'est une maladie qui va concerner les lipides complexes, les sphingolipidoses. C'est une maladie certes rare, héréditaire, elle est de transmission autosomique liée à l'X. D'où l'importance des antécédents familiaux qu'on va voir en fin de cette présentation à cas clinique. Donc, on a fait le diagnostic grâce aux antécédents familiaux. C'est une maladie systémique. Elle va toucher plusieurs organes, les nerfs périphériques, l'œil, la peau, le tube digestif, le cerveau, le rein et le cœur. Donc, comment on va faire le lien entre ces différentes atteintes de ces différents organes? C'est aussi une maladie qui est évolutive en fonction de l'âge. Il y a des formes spécifiques à l'enfant, à l'adolescent et à l'adulte. Et c'est une maladie aussi qui évolue dans sa sévérité. Donc, elle va du moins une forme plus sévère. D'où l'importance des antécédents personnels. C'est toujours, il faut retracer le chemin de ce patient et c'est certainement, on aura beaucoup d'éléments qu'on va trouver à l'interrogatoire qui auraient nous laissé penser à cette maladie à un temps avant. Il y a aussi la possibilité de l'atteinte de la fille, puisque la maladie est liée à l'X. Ce n'est pas seulement le garçon qui est atteint, aussi c'est la fille qui peut être atteinte, généralement selon les mêmes modalités que chez le garçon. Je reviendrai sur cette notion dans la partie génétique. C'est quoi sur le plan physiopathologique? La maladie de Fabry, c'est une maladie qui est causée par des mutations du gène GLA. Ce gène est le code pour une enzyme qu'on appelle l'alpha-galactosidase. Et cette enzyme, il joue un rôle important dans la dégradation du globotriocéramide, qui est un sphingolipide, qu'on va appeler maintenant communément comme GB3. Donc, elle va permettre la dégradation de GB3. Qu'est-ce qu'il va y arriver si on n'a pas cette enzyme? Donc, on va avoir une accumulation du GB3 qu'on peut analyser dans les urines et aussi dans son l'iso-GB3 qu'on peut analyser, on peut le doser au niveau sanguin. Ici, vous voyez donc une coupe au microscope électronique coupe rénale. Vous voyez que l'accumulation en lamelles de GB3 qui refoule le noyau et aussi on peut le voir aussi au niveau des artérioles. Le GB3, lorsqu'il est accumulé dans les différents organes, donc il va entraîner au début des lésions cellulaires et une inflammation systémique, puis des lésions tissulaires, puis une atteinte, une fibrose, ce qui va entraîner des lésions organiques. Sur le plan génétique, donc, puisque c'est une maladie qui est liée à l'X, donc les sujets de sexe masculin sont dits hémizygotes, les sujets de sexe féminin sont dits hétérozygotes conductrices. Lorsque j'ai la femme et les conductrices, le baril n'est pas atteint, donc il y a 50% de risque de transmission à la descendance, soit fille, soit garçon. Lorsque le mâle, le papa, il est atteint, la maman est non, on va avoir toutes les filles sont conductrices et il n'y a pas de transmission père-fils. Revenons à cette notion que chez le garçon, puisque la maladie est liée à l'X, il y a donc toutes les cellules, elles ont le X muté, donc on va avoir apparition les signes cliniques de la maladie. Par contre, chez la fille,
Et devant ce phénomène qu'il y a seulement un X qui est fonctionnel, l'autre n'est pas fonctionnel par le phénomène de lyophilisation. Donc, on va voir qu'on peut avoir des fois, lorsque le X muté, c'est le X qui est fonctionnel chez la fille, on peut avoir des formes authentiques, graves chez la fille, de la même façon que chez le garçon. Actuellement, il y a plus de 1000 mutations ou variants qui sont documentés et la majorité de ces mutations conduit à une protéine GLA qui est non fonctionnelle. Et en fonction de la mutation, on peut deviner ce que l'enfant présente une forme grave ou bien une forme modérée. Parfois, il y a des formes, comme on va voir tout à l'heure, qui vont concerner qu'un seul organe, par exemple le cœur, c'est le variant cardiaque. Donc, il y a des mutations qui sont spécifiques. Sur le plan d'expression de la maladie, c'est une maladie d'expression qui est variable et on aura deux phénotypes. Il y a le phénotype classique qu'on va trouver essentiellement chez l'enfant et l'adolescent. Dans cette forme, toutes les atteintes des organes peuvent se voir avec une expression qui est sévère. L'activité enzymatique de l'alpha-galactosidase est effondrée, généralement il est moins de 3%. Dans la forme retardée dite non classique, les symptômes débutent généralement chez l'adulte jeune. Toutes les atteintes peuvent se voir avec une expression qui est atténuée, c'est-à-dire moins sévère et plus tardive. Une atteinte peut être prédominante et concerne un seul organe, par exemple le cœur. Il y a le variant cardiaque ou seulement il y a l'atteinte cardiaque au cours de cette maladie-là. Dans la forme non classique, l'activité enzymatique est généralement entre 3 et 25%. Dans cette figure, donc, vous voyez la répartition des différentes manifestations cliniques, l'âge d'apparition de ces manifestations en fonction de l'âge d'apparition de ces manifestations en fonction de l'âge. Et on va voir toutes ces symptomatologies dans les slides suivantes. On va commencer par l'atteinte qui commence tôt, c'est l'atteinte du système nerveux périphérique. Comment il va se manifester cette atteinte du système nerveux central? On va parler de neuropathie des petites fibres. Et les neuropathies des petites fibres vont se manifester, elles vont donner une symptomatologie douloureuse. Elle va être sous forme d'acroparesthésie. Les acroparesthésies sont des brûlures, des picotements de la paume des mains, de la plante des pieds. Ils sont volontiers déclenchés par l'exercice physique, la chaleur et le stress. Il va se manifester par des crises paroxystiques de durée variable, on peut parler de minutes, d'heures ou de jours. Et la particularité sémiologique de ces acroparesthésies, ils vont souvent diminuer, voire disparaître à l'âge adulte. Ces enfants, ils vont consulter à plusieurs reprises pour ces manifestations douloureuses. Il y a beaucoup d'examens qui vont être réalisés. Les radiographies standards, un scanner ou une IRM, l'électroneuromyogramme, un bilan biologique, et tous ces bilans, le bilan, il est normal. C'est une source de frustration pour le praticien et aussi pour la famille, les parents et l'enfant. Aussi, pour la symptomatologie douloureuse, il y a ces douleurs abdominales, des douleurs chroniques et permanentes. Et aussi, sur l'examen clinique, on peut trouver une hypoesthésie à la piqûre au chaud et au froid, mais les réflexes sont présents et l'électroneuromyogramme, il est normal. Deuxième, parmi la symptomatologie de l'atteinte des petites fibres, il y a ce trouble de la sudation qui va se manifester sous forme d'hypohydrose ou d'anhydrose, qui va être responsable d'une intolérance à l'effort et à la chaleur. Et aussi, dans les neuropathies des petites fibres, il y a ces manifestations de gastro-intestinaux sous forme de douleurs abdominales, plus ou moins ballonnement, alternance diarrhée-constipation, parfois un tableau de pseudo-obstruction intestinale. L'examen clinique est généralement normal et là aussi, on va faire plusieurs explorations échographiques, endoscopiques, imagerie, bilan biologique et tous les bilans vont être normaux. Vous voyez que tout le monde
peut-être il aura vu ces patients-là et on fait le diagnostic fin de compte, c'est une colopathie fonctionnelle, douleur abdominale fonctionnelle, peut-être c'est une conversion, peut-être, alors que ça peut être le point de départ de diagnostic d'une maladie qui n'est pas aussi rare qu'on pense. Deuxième atteinte, après l'atteinte neurologique, il y a l'atteinte cutanée. Et c'est l'atteinte cutanée où les messieurs Fabry et Anderson qui ont fait la description initialement de cette maladie-là. Donc, l'élément important et capital pour le diagnostic, ce sont les angiokératomes. Les angiokératomes, ce sont des lésions palpables, papuleuses, de couleur rouge violacée. Ils sont localisés, ils ont une localisation qui est caractéristique dite en caleçon. Ils vont intéresser les fesses, les racines des cuisses, les organes génitaux. Leur présence signe la forme classique de la maladie, la forme sévère. Leur absence n'élimine pas le diagnostic de la forme classique. On peut avoir d'autres localisations au niveau du tronc, au niveau des doigts, des muqueuses orales et conjonctivales, comme vous voyez donc dans les photos. Et aussi, il y a un deuxième élément sémiologique de l'atteinte cutanée, c'est l'infodème des membres inférieurs. Et Madame le professeur Khabash, je ne sais pas est-ce qu'il est là ou non, donc il a déjà présenté un cas clinique de maladie de Fabry qui a été diagnostiqué à l'occasion de lymphodème des membres inférieurs. Et ils n'ont pas fait le diagnostic initialement, ils ont fait tous les bilans pour éliminer le diagnostic différentiel de lymphodème. Et c'est à l'occasion de l'apparition des angiokératomes, à ce moment-là, ils ont pensé au diagnostic, ils ont confirmé le diagnostic. Et actuellement, le malade est pris en charge à Tanger. Troisième atteinte, c'est l'atteinte ophtalmologique. L'atteinte ophtalmologique, elle est spécifique, elle est spéciale. Donc, elle donne cet aspect de cornée verticillée. Donc, ce sont des dépôts cornéennes qu'on peut voir à la lampe à fonte. Malheureusement, il ne donne pas une diminution de l'acuité visuelle. On ne va pas faire le diagnostic comme ça. Donc, le diagnostic, il est soit découvert fortuitement à l'occasion d'une consultation en ophtalmologie, ou bien il est recherché de façon systématique lorsqu'on pense à la maladie. Et à ce moment-là, on envoie le malade chez l'ophtalmologue. C'est un symptôme qui est non pathognomonique à la maladie de Fabry, puisqu'on peut le voir aussi chez les patients traités par l'amidarone et la chloroquine, mais elle est très évocatrice de la maladie de Fabry. La prévalence, on va le trouver dans 70% dans la forme classique et 30% dans la forme non classique. L'autre atteinte ophtalmologique qu'on peut voir, c'est la cataracte capsulaire postérieure. Et aussi, on peut avoir des lésions angiomateuses des vaisseaux de la conjonctive. L'atteinte ORL aussi n'est pas négligeable au cours de la maladie de Fabry. Il peut être sous forme dépôt aquosé ou fréquence élevée. Il est progressif, peut-être progressive, mais peut être brusque, unilatérale ou bilatérale. Il peut être responsable d'accès aigu de vertige plus ou moins résolutif qui est source d'handicap majeur chez le patient. On peut avoir aussi des acouphènes. Toutes ces signes cliniques qu'on a vus tout à l'heure, donc si on ne fait pas le diagnostic, c'est sûr que ces patients ils vont avoir des symptômes psychologiques, donc des symptômes anxieux, dépressifs, avec un comportement antisocial, l'évitement scolaire. L'origine de cette atteinte elle est multifactorielle, donc il faut prendre conscience de ce tableau clinique. Maintenant, si on ne fait pas le diagnostic lorsqu'on a ces douleurs de cette neuropathie périphérique, ces douleurs abdominales, l'anhydrose ou l'hypohydrose, si on n'a pas bien vu l'examen, l'angiokératome ou bien l'atteinte odémateux des pieds, l'atteinte ophtalmologique, l'atteinte ORL, donc c'est sûr que l'évolution elle est inéluctable vers l'atteinte des organes nobles. On va avoir l'atteinte rénale qui peut être grave, l'atteinte cardiaque et l'atteinte neurologique. Et vous voyez qu'un retard de diagnostic, le plus souvent, il est de 19 ans chez la femme et de 14 ans chez l'homme, qui va entraîner une diminution de l'espérance de vie de 15 ans chez la femme et 20 ans chez l'homme. Et il faut faire plutôt le diagnostic où on a des formes modérées et sont récupérables par le traitement spécifique qu'on va dire tout à l'heure. Donc, l'atteinte neurologique au cours de la maladie de Fabry, il va se manifester par des accidents vasculaires cérébro-ischémiques qui peuvent être soit constitués, soit transitoires. Il va intéresser le plus souvent le sujet jeune. Il peut survenir en l'absence d'atteinte rénale ou l'atteinte cardiaque.
Elle a un caractère qui est récidivant le plus souvent dans le territoire vertébro-basilaire. L'évolution, elle est vers des troubles mnésiques et syndrome démentiel qui peut être le point de départ de diagnostic de la maladie. On peut avoir aussi des anomalies de la substance blanche sur l'IRM cérébral qui va se manifester sous forme d'hypersénios en séquence T2, mimant une pathologie démyélisante comme la sclérose en plaques. On peut avoir ce fameux signe dit de Pulvinar qui va se manifester par un hypersénial T2 de thalamie. On peut avoir aussi une dolichoectasie du tronc basilaire. Donc, voilà les symptomatologies, en particulier les AVC ischémiques qui sont spécifiques de la maladie de Fabry. L'atteinte rénale, elle est inéluctable dans la forme classique. C'est une atteinte qui est grave. Elle va évoluer vers l'insuffisance rénale terminale. Il va commencer par une hyperfiltration glomérulaire, puis l'apparition d'une microalbuminurie pathologique, d'une protéinurie massive et d'une insuffisance rénale terminale qui va nécessiter soit des séances de dialyse à vie ou bien une transplantation rénale. L'atteinte cardiaque, donc l'âge moyen de diagnostic symptomatique est de 30 ans. Il va se manifester initialement au début par des troubles de conduction ou troubles de rythme. Parfois, on peut avoir une valvulopathie surtout mitrale et on peut avoir une insuffisance cardiaque secondaire à une cardiomyopathie hypertrophique. Donc voilà, sur une série de plus de 500 vers 600 patients enfants, donc vous voyez que l'arythmie, c'est parmi les premiers symptômes qu'on peut voir dans la maladie de Fabry chez l'enfant. Donc l'atteinte de tous ces organes, toutes ces atteintes multisystémiques qu'on a vues, c'est sûr qu'ils vont altérer la qualité de vie de ces enfants sur tous les plans, sur le plan physique, social, émotionnel et sur le plan scolaire. D'où l'intérêt de faire le diagnostic le plus tôt possible et de confirmer le diagnostic et commencer le traitement spécifique tôt pour éliminer l'aggravation et l'apparition de ces complications précocement. Donc, cette slide montre le délai qui est significatif entre l'âge d'apparition des symptômes, l'âge de diagnostic, l'âge d'apparition des différents organes, l'atteinte rénale, cardiaque et neurologique, et le retard du traitement enzymatique substitutif. La confirmation du diagnostic va se faire chez le sujet hémizygote, le sujet du sexe masculin, par le dosage de l'activité enzymatique de l'alpha-galactosidase qui est effondrée. On va la faire soit dans le papillomavirus, soit dans les leucocytes ou lymphocytes. Généralement, elle est effondrée, elle est moins de 1% de la forme classique de l'enfant. Et aussi, on peut faire cet examen, donc on le fait actuellement au Maroc grâce à la collaboration de laboratoire Sanofi qui nous fait gratuitement cet examen, cette recherche de l'alpha-galactosidase et aussi de son métabolite, donc le lyso, le GB3 et en particulier le lyso GB3 au niveau sanguin. Lorsqu'on a le diagnostic qui est positif, on a l'activité enzymatique qui est effondrée. Ils nous font aussi le génotypage et on a la mutation génétique que présente notre enfant et on va savoir est-ce que c'est une forme qui est sévère, qui est modérée ou bien si grave ou bien de signification indéterminée. Donc, on a pour nos patients, donc on a la confirmation et aussi on a le génotypage. Par contre, chez la femme qui est hétérozygote, donc les femmes qui sont asymptomatiques, on ne peut pas faire l'activité enzymatique puisqu'il peut être normal chez une femme, même si elle a le gène muté. Donc, on demande directement le génotypage. Sinon, on va trouver qu'il y a une excrétion urinaire qui est élevée de GB3 et une augmentation aussi de l'iso-GB3 au niveau sanguin. Donc, les autres explorations qu'on va demander en plus de la confirmation du diagnostic, on va chercher les différents organes atteints. On va faire une exploration ophtalmologique avec un examen de fond d'œil, un examen à la lampe à fente et l'étude du champ visuel. L'exploration ORL, on va faire un audiogramme. L'exploration rénale, on demandera une créatinine, un débit de filtration glomérulaire et un rapport créatinine sur albumine sur créatinurie. On fera une échographie rénale, même une ponction biopsie rénale.
L'exploration cardiaque, là, c'est l'ECG, l'échocardiographie, le Holter-ECG, l'IRM cardiaque, troponine, scintigraphie myocardique. Donc, le plus souvent, c'est chez le sujet jeune. L'exploration neurologique, donc, on va demander une IRM cérébrale s'il y a des manifestations neurologiques. La prise en charge de la maladie de Fabry, il est multidisciplinaire. Les objectifs, c'est d'améliorer au mieux, ralentir l'évolution de la maladie, prévenir les complications, améliorer la qualité de vie et l'insertion sociale, scolaire et professionnelle, et aussi informer les parents et sa famille sur la maladie, dépister les parents, les apparentés. Malheureusement, il n'existe pas de traitement curatif. Le traitement, il est symptomatique. Traitement, il y a un traitement étiologique et un traitement symptomatique. Donc, pour les traitements étiologiques, il est basé essentiellement sur l'enzymothérapie substitutive et sur l'utilisation des molécules chaperones et les molécules de réduction de substrat et la thérapie génique. Pour le traitement substitutif, enzymatique substitutif, on a 3 molécules actuellement. Et au Maroc, on a un seul qui a l'AMM au Maroc, c'est la galazidase bêta. Donc, c'est le Fabrazim qu'on a au Maroc. Il y a d'autres. Toutes ces molécules, elles ont prouvé leur efficacité dans la diminution, voire la disparition des douleurs neuropathiques, la stabilisation des fonctions rénales, de la fonction cardiaque, de l'extraction urinaire du GB3, de la symptomatologie digestive, ORL ou neurologique, et aussi il permet une amélioration de la qualité de vie. Et comme je dis tout à l'heure, le diagnostic doit être fait le plus tôt possible pour qu'on puisse commencer le traitement tôt possible pour avoir ces résultats. La thérapie chaperone sont des médicaments qu'on peut donner par voie orale, mais ils sont utilisés chez le garçon à partir de l'âge de 16 ans. Mais là, faut avoir des mutations qui sont spécifiques, qui sont sensibles à ce traitement. On peut avoir aussi des thérapies de réduction de substrat qui sont en cours et c'est la thérapie génique qui reste le traitement idéal pour corriger cette anomalie génétique. Il est en phase de développement, elle est très, très prometteuse. Pour le traitement symptomatique, donc pour les acroparesthésies, donc on va donner les antiépileptiques type carbamazépine. Pour l'atteinte ORL, on va donner les vasodilatateurs, voire des bolus de corticoïdes, voire l'appareillage en cas de surdité. Pour l'atteinte rénale, un traitement néphroprotecteur à dialyse si on est en insuffisance rénale terminale ou greffe rénale. Pour l'atteinte cardiaque, donc on peut utiliser les EEC, les ARA, les antirythmiques, les diurétiques et parfois un pacemaker. Pour l'atteinte neurologique, l'aspirine à faible dose pour une prévention secondaire. Donc, avant de conclure, donc, je vais résumer tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur une slide. Donc, la première des choses, il faut essayer de donner de l'importance aux acroparesthésies, atteintes neurologiques des petites fibres, à ces douleurs abdominales récurrentes, à ce problème d'hypohydrose et d'intolérance à la chaleur. Il faut donner de l'importance à l'examen dermatologique, à la recherche des angiochératomes, à la recherche de cette cornée verticillée. Donc, si vous avez dans une observation ou bien chez un enfant un de ces symptômes, il faut penser à cette maladie-là et faire l'examen de confirmation, puisqu'on peut faire on peut faire le diagnostic donc, par la recherche de l'activité enzymatique. Donc, même si on a un seul symptôme, on peut en plus de l'interrogatoire et la recherche des antécédents, on peut faire ce bilan-là. Aussi, il faut donner de l'importance au caractère inexpliqué des douleurs abdominales, nausées, diarrhée, constipation, accès de fièvre inexpliqué, intolérance à l'effort, en cas de présence de microalbuminurie ou de protéinurie, voire chez un enfant qui a une insuffisance rénale, en cas d'AVC chez le jeune, donc des anomalies IRM. Donc, il faut penser à cette maladie-là et toujours prendre en considération le caractère récidivant de ces symptomatologies, le caractère qui est évolutif, l'association des symptômes, les antécédents familiaux d'insuffisance rénale ou d'un accident ischémique transitoire ou bien d'un AVC, atteinte cardiaque ou bien un décès à un âge jeune pour faire le diagnostic par la recherche de l'activité enzymatique et le génotypage, et aussi pour mieux comprendre la forme que présente notre enfant, est-ce que c'est une forme classique ou une forme non classique, parce que pour avoir une prise en charge spécifique et rapide.
Donc, on termine par une observation chez un enfant du service. Donc, c'est un garçon qui est âgé de 14 ans et demi, deuxième d'une fratrie de deux, habitant Tiaza, qui a consulté pour des crises douloureuses des mains et des pieds. Donc, l'histoire, il remonte à l'âge de 4 ans. C'est depuis l'âge de 4 ans qu'il a ces symptômes. Il a des douleurs abdominales intermittentes avec des acroparesthésies, un type de brûlure au niveau des extrémités, évoluant par accès, aggravé par la chaleur et l'effort physique. Il y a une diminution de la sudation avec une difficulté d'adaptation à l'effort physique. L'examen n'a pas montré rien de particulier. L'enfant, il a fait plusieurs consultations, plusieurs bilans ont été réalisés, mais tous les bilans étaient normaux. Dans les antécédents familiaux, comme j'ai dit tout à l'heure, et donc il faut penser devant des antécédents, surtout qu'ils sont chargés. Les parents sont consanguins au troisième degré, mais ils sont bien portants. Il a une sœur qui est âgée de 12 ans, qui est bien portante, mais dans les antécédents, on trouve qu'il a une grand-mère maternelle qui est décédée à l'âge de 30 ans pour une insuffisance rénale terminale et cardiopathie. On n'a pas l'étiologie. On a aussi un oncle maternel qui vivant toujours, vivant, qui a la même symptomatologie. Et on a un cousin du côté maternel qui est suivi pour une néphropathie non étiquetée. Donc c'est à partir de ces éléments-là donc on a pensé nous à la maladie de Fabry et on a demandé donc l'ISO-GB3 qui était très augmenté, l'activité enzymatique de l'alpha-galactosidase qui était effondrée et l'étude génétique il a confirmé le diagnostic en montrant une mutation à l'état hémizygote. Dans le cadre du bilan de retentissement de la maladie, donc la fonction rénale, elle était normale, l'examen ophtalmologique aussi était normal, l'examen cutané n'avait pas cette atteinte angiokératoderne ou bien lymphodème des membres inférieurs, l'examen ORL plus audiogramme, il est normal, le CG, l'échocorps, il est normal, l'échographie abdominale était normale, et l'IRM cérébral, il était normal. Donc, on dit que lorsqu'on fait le diagnostic, donc à ce moment-là, on a essayé de voir la famille et on a fait le bilan chez la maman d'autres enfants qui est âgée de 33 ans. Et chez elle, on a trouvé qu'il y a le lysogb3 qui était augmenté 2 fois la normale. L'activité enzymatique, il était au-dessous de la moyenne. Et on a trouvé chez elle la mutation génétique. Donc, la maman, elle a une mutation génétique à l'état hétérozygote. Pour le cousin qui est toujours vivant, chez lui aussi, on a confirmé le diagnostic par l'augmentation du lyso-GB3 au niveau du sang, puis l'activité enzymatique était nulle chez ce malade-là. Et l'étude génétique, elle a confirmé le diagnostic, il a la même mutation que notre enfant. Donc, l'oncle, il est suivi maintenant à Fès chez les néphrologues et la maman, elle est suivie à l'hôpital militaire Mohamed V dans le service de médecine interne. Donc, sur le plan thérapeutique, donc, notre enfant il a été mis maintenant depuis une année sous traitement enzymatique substitutif grâce au programme charitable de la Fondation Sanofi qui nous donne le traitement gratuitement. Donc, on a assisté à une bonne tolérance avec des effets secondaires qui sont minimes. Et maintenant, depuis une année, il y a une diminution drastique des acroparesthésies ainsi que des douleurs abdominales. Et le bilan de suivi rénal, cardiaque, ophtalmologique, il est toujours normal à l'instant. Donc, en conclusion, la maladie de Fabry, c'est une maladie qui est grave. Malheureusement, il est sous-diagnostiqué. Et on dit toujours que le diagnostic du premier cas, il est ardu. Lorsqu'on fait le premier diagnostic, on a une facilité de penser à la maladie et à chercher cette maladie devant une symptomatologie évocatrice. Les troubles gastro-intestinaux et la diminution de la sudation sont très fréquentes et se manifestent très tôt. L'atteinte rénale, elle est inéluctable dans la forme classique de la maladie. Les atteintes neurologiques, oculaires et auditives peuvent toutes être présentes chez l'enfant. Il existe des signes d'atteinte cardiaque au début de l'enfance, un type de bradycardie. Et la bradycardie, c'est la manifestation la plus fréquente. Et malheureusement, il y a une altération de la qualité de vie. Merci pour votre attention.